Eh bien, bonjour à tous. Il est 13 heures, donc nous allons commencer ce webinaire qui est dédié au numérique. Comment le numérique permet d'accélérer l'innovation territoriale et ce 11e webinaire, qui est le 11e donc cette année, est très particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'on le fait en simultané, en duplex, entre les territoires, et en l'occurrence c'est en Occitanie à côté de Montpellier, et puis Vincennes où il y a toute l'équipe du Rameau et nos partenaires qui sont là aussi dans le cadre de ce webinaire. Alors ce webinaire, nous on est à La Ruche, donc de Montpellier, qu'on remercie très vivement pour son accueil. Et puis par ailleurs, ce webinaire, il va être très intéressant puisqu'il va permettre au collectif Résolution Numérique, qui sera représenté par le mouvement associatif, de prendre la parole, ainsi que Numérique. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui se connectent pour la première fois à ce webinaire, un petit rappel quand même du contexte. Le Rameau travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur la construction territoriale, et on a eu l'occasion de capitaliser, de modéliser, mettre à disposition un certain nombre d'outils qui ont été testés par les pionniers. Et on a voulu aller plus loin, c'est pour ça que avec nos partenaires que sont la Caisse des dépôts, le CGT et aussi le groupe La Poste, on a voulu mettre à disposition tout ça dans une plateforme qu'on appelait la plateforme d'innovation territoriale en action, et qui a pour objectif de partager les expériences, les outils, tous ces travaux-là pour les territoires, et notamment pour ceux qui sont les moins bien dotés en ingénierie. Alors, c'est une plateforme qui est dédiée à l'innovation territoriale, donc ça veut dire qu'on donne à voir toutes les dimensions de l'innovation territoriale. C'est quoi un projet d'innovation territoriale? C'est quoi son écosystème, sa stratégie, son modèle socio-économique, mais aussi, du coup, aujourd'hui, la question du numérique. Comment le numérique peut accélérer cette innovation territoriale? Et cette plateforme, elle est animée chaque mois depuis le début d'année par des webinaires. Donc vous avez le planning sous les yeux des différents webinaires qu'on a menés, des webinaires par thématique. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier de 2019 et qui est dédié au numérique, comment le numérique accélère l'innovation territoriale. Alors, on parle de numérique, mais en fait, le numérique, c'est vraiment l'outil qui permet de faire du lien, les liens, le projet en lien avec ses financeurs, le projet en lien avec des bénévoles, le projet en lien avec son écosystème. Donc, c'est une formidable opportunité pour développer l'innovation territoriale, mais elle n'est pas forcément sans risque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce webinaire, on a voulu vous retracer les enseignements du Rameau sur ce qu'on a pu voir tout au long de cette décennie de recherche, et ces enseignements, en fait, ils seront mis en lumière, éclairés par nos partenaires qui sont structurants, qui sont notamment Résolution Numérique et Numérique aujourd'hui, mais il n'y a pas que. Alors, juste pour introduire cette thématique, ce qu'on a vu donc depuis une dizaine d'années sur le numérique et ses impacts, en fait, on a eu 3 phases d'observation. La première, qui est au démarrage du Rameau, c'est-à-dire en 2006 jusqu'en 2013, ça a été le temps finalement de la recherche. On a observé les associations qui étaient dédiées au numérique, comme par exemple le projet de j'accepte.com. On a accompagné aussi, on a observé des entreprises comme Generali, qui ont des actions très fortes sur le numérique. On a aussi lancé des études sur les enjeux du numérique, et on a participé à des réflexions collectives, notamment dans le cadre d'un think tank Web 2.0 en 2011. La deuxième période, elle a été consacrée à l'action, le temps d'action entre 2013 et 2017. On a notamment pu investir dans une structure qui s'appelle Societality, dont on va vous présenter tout à l'heure sa plateforme. On a pu aussi accompagner des acteurs du numérique, comme par exemple ADB Solidatech. Je crois qu'il y a quelqu'un de Solidatech qui se reconnaîtra, mais aussi des entreprises avec la Fondation Orange. Et puis on a pu participer collectivement à des réflexions et des actions, comme par exemple, Ahmed le présentera tout à l'heure, Résolution Numérique. Et puis la troisième phase dans laquelle on est complètement, c'est le temps de la projection qui a commencé en 2017. C'est un temps où on a pu rencontrer différents acteurs, être à l'écoute des acteurs du numérique. On a pu co-construire aussi avec Numérique, ce que va vous présenter Caroline tout à l'heure. Et puis on souhaite en 2020 lancer une recherche-action qui aura pour objectif finalement de construire, de définir ce qu'est l'écosystème du numérique et les différents liens qu'il y a entre les acteurs du numérique. Donc voilà, on voulait partager avec vous cette décennie d'observation sur le numérique, et c'est d'autant plus important que le numérique, c'est vraiment l'un des leviers qui permet de développer l'innovation territoriale et de la mettre en valeur.
Et donc, dernier point, avant de rentrer un peu plus dans le détail, nous, ce qu'on voit, c'est que le numérique a des atouts, mais aussi un enjeu. 3 atouts. Le premier, c'est qu'il permet de valoriser, c'est-à-dire il rend lisible, il rend visible la diversité des solutions qui existent. C'est aussi, il a pour objectif de pouvoir structurer. Il y a des outils d'infrastructure qui répondent à des nouveaux besoins, que ce soit en termes d'équipement, en termes d'emploi et en termes d'accessibilité. Et puis, c'est aussi un outil pour accompagner, puisque ça permet notamment d'accompagner les territoires et leurs besoins. Donc ça, c'est les atouts du numérique, mais il y a aussi des questions qui se posent, des enjeux, et notamment sur le partage de l'information, puisqu'on est dans un contexte, et Caroline en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais l'économie circulaire se développe de plus en plus, et donc ça pose la question de comment partager les données. Et selon nous, c'est l'objectif, c'est vraiment d'accroître cette valeur ajoutée des données qui sont partagées, parce que ça va permettre ensuite de pouvoir développer cette économie circulaire de façon durable. Donc on voit bien que depuis une vingtaine d'années, les évolutions technologiques font émerger des différents atouts qui sont des grands avantages pour l'innovation territoriale, mais il y a un nouvel enjeu qu'il va falloir qu'on adresse collectivement, c'est finalement donner du sens au digital et pouvoir piloter le numérique. Alors dans ce cadre de ce webinaire, on vous propose d'aborder 5 thématiques. Vous présenter la diversité des solutions que nous, on a constatées, quelles sont les infrastructures qui sont nécessaires. Ahmed du mouvement associatif nous présentera le collectif Résolution numérique qui est là pour accompagner les territoires. Et puis Caroline nous mettra en perspective l'écologie des data. Et puis pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, comme toujours, en dernière partie, on vous dira ce que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme L'innovation territoriale en action. C'est un webinaire qui se veut aussi interactif, donc les questions que vous pouvez poser, vous le faites en bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet qui s'appelle le live chat, donc c'est vraiment, certains ont déjà commencé à l'utiliser, donc il ne faut pas hésiter à poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. Alors, pour ce qui concerne de la diversité des solutions, nous, ce qu'on constate, c'est que le numérique, ça permet de valoriser un certain nombre de choses. Ça permet d'abord de valoriser les projets d'innovation territoriale. On va vous donner comme exemple le Carrefour d'innovation sociale. C'est aussi un moyen pour rendre lisible et visible ce qui se passe, et notamment, on vous présentera le Hub ESS qui a pour vocation, c'est une plateforme qui rend lisible les offres d'accompagnement. Il y a aussi des outils qui permettent de faciliter l'accès au financement. Et on va vous donner comme exemple la plateforme Yes, qui a été développée par Societality. Et puis, pour toute la partie comment on s'informe, comment on se forme et comment on est outillé pour agir, la plateforme d'innovation territoriale en action que vous commencez à connaître est l'un des exemples. Donc, on a vous montrer quelques exemples, 4 exemples de plateformes qui sont intéressantes parce qu'elles sont aussi co-construites avec des compétences très complémentaires pour justement donner la possibilité d'agir plus fortement. Alors très rapidement, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre que vous connaissez, le Carrefour des innovations sociales, c'est une plateforme, un méga moteur de recherche qui va aller piocher, si je puis dire, les projets, les innovations sociales qui sont référencées par la Fonda, par les grands acteurs du secteur de l'ESS. Et donc, ce moteur de recherche vous propose l'ensemble des projets d'innovation. C'est très intéressant parce que c'est un projet qui a été porté par un collectif d'acteurs. Donc, c'est vraiment une intelligence, une collaboration collective qui permet de mettre en évidence ces innovations sociales qui sont évidemment mises à jour au quotidien. La deuxième plateforme qu'on voulait vous présenter, c'est le Hub ESS. Alors, c'est une initiative qui est initiée par la Caisse des dépôts et qui est animée aujourd'hui par la VISE. 2 spécificités très intéressantes, c'est que c'est d'abord un annuaire de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement, qui sont au niveau national ou territoire. Donc, vous avez toutes les plateformes existantes. Ça donne des renvois, évidemment, aux plateformes territoriales. Et deuxième spécificité, c'est qu'en plus de cet annuaire, vous avez la possibilité de remplir dans un petit formulaire numérique quels sont vos besoins d'accompagnement. Et au final, le Hub ESS va vous proposer une diversité d'acteurs de l'accompagnement, que ce soit encore au niveau national comme territorial. Donc, c'est l'un des outils qui est très intéressant si vous avez des besoins d'accompagnement particuliers. Troisième exemple qu'on voulait vous présenter, c'est la plateforme Yes, donc qui a été développée par Societality. C'est une plateforme qui donne à voir l'ensemble des offres de financement qui sont proposées soit par des acteurs privés, notamment des fondations, mais aussi des acteurs publics. Donc, c'est une plateforme qui est toute jeune, puisqu'elle a été lancée en octobre 2019.
plus d'un mois, 1000 sources de financement, qu'elles soient publiques ou privées, sont déjà référencées. Et ce qui est important, c'est que ces sources de financement sont régulièrement mises à jour. Donc, ces sources de financement s'adressent évidemment aux associations qui sont en recherche. Donc, ça aussi, c'est un outil très intéressant pour l'innovation territoriale, pour son accélération et son développement. Et enfin, le dernier exemple, on ne pouvait pas passer à côté quand même, c'est la plateforme Innovation territoriale en action que l'on porte et qu'on propose depuis à peu près un an. Comme vous le savez, on l'a développée en partenariat avec la Poste, la Caisse des dépôts et le CGET. C'est une source, un centre ressources d'animation, mais ça a aussi la vocation à être alimenté par d'autres acteurs du territoire en fonction de leurs besoins. Et elle fait aussi le lien avec d'autres outils, comme ce qui est développé par Solidatech, notamment, vous verrez ça, sur la partie numérique. On fait des liens avec d'autres acteurs qui nous paraissent les plus pertinentes. Il ne faut pas hésiter à nous remonter ce que vous faites par ailleurs. Donc voilà, c'était un aperçu très rapide de la diversité des solutions. C'était juste pour dire que le numérique permet à la fois de valoriser, de rendre visible et d'avoir accès plus facilement à des sources de financement, et puis aussi d'avoir des outils pour agir, se former et aussi s'informer. Donc, si vous avez des questions sur ces 4 exemples, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous avez le petit onglet en bas à droite qui s'appelle le live chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'en avez pas, de toute façon, tout au long de cette heure, vous aurez la possibilité d'échanger. Donc, on répondra à vos questions ultérieurement, ce qui fait que je pense, Yann, si tu veux bien continuer et prendre la parole pour la suite des sujets. Merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation très claire. Donc, je vais vous partager un aperçu de ce que l'on entend, nous, par l'infrastructure, avec des exemples, finalement, de ce volet, avec trois structures qu'on a mis plus en exergue. Solidatech, pour tout ce qui touche à l'accès aux équipements numériques. Simplon, sur la partie expertise dans l'accompagnement et le développement des compétences numériques, et Emmaüs Connect, qui prône en fait un numérique inclusif et accessible pour tous, avec une logique d'insertion extrêmement prégnante. Pour ADB Solidatech, en fait, il s'agit d'un programme de solidarité numérique qui est porté par les ateliers du bocage qui sont implantés dans les Deux-Sèvres, qui touche toutes les structures d'intérêt général, donc à la fois les associations, mais également des fonds de dotation, des fondations reconnues d'utilité publique et des bibliothèques publiques françaises. En quoi ça consiste? L'idée, c'est tout simplement en fait de faciliter l'accès notamment à l'équipement en enlevant le frein que peut être celui du prix, pour avoir un accès privilégié avec du matériel qui peut être du matériel reconfiguré. Il favorise finalement l'accès à un grand nombre d'outils numériques, plus de 200, à des tarifs solidaires, via notamment des partenariats technologiques. Donc c'est un acteur qui permet finalement notamment d'accéder à des logiciels et des solutions en ligne, mais également à des équipements informatiques variés qui deviennent de plus en plus importants pour toutes les structures. Ahmed nous en dira 2 mots, notamment les structures d'intérêt général, dans le développement de leur mission. Pour Simplon, il s'agit d'une entreprise sociale que vous connaissez tous certainement. Et au-delà d'entreprise, c'est une dynamique surtout de réseau. C'est vraiment un réseau de fabriques sociales, solidaires et inclusives, dont le but finalement est de proposer sur tous les territoires, en particulier, mais pas que, des territoires politiques de la ville, ça se développe aussi sur bien d'autres territoires, des formations gratuites à des métiers techniques du numérique en France et depuis peu, et c'est un mouvement qui s'étend à l'étranger, notamment avec un focus Maghreb, Afrique et Asie. En termes de typologie finalement de public, Simplon s'est spécialisé au départ dans l'accompagnement de publics éloignés de l'emploi et intègre une diversité de publics, puisque ça s'ouvre aussi maintenant à des publics de jeunes, à des publics de femmes, notamment à l'étranger. Et ça recouvre une diversité finalement de métiers, puisque l'informatique est présente partout. On ne se rend peut-être pas forcément compte de manière visible, mais toutes ces fonctions de développeurs, de codeurs, ce sont eux qui permettent finalement de faire vivre et d'animer ces infrastructures. Et le volet du partenariat est également un élément assez important pour eux, notamment dans des programmes assez ambitieux qu'ils
qu'il porte et qu'il développe à l'étranger, je pense en particulier dans des pays comme l'Inde. Et Emmaüs Connect, Emmaüs, je ne me présente pas, c'est un acteur pionnier de l'insertion. Et il y a quelques années, Jean Bédier a eu l'intuition que par rapport à l'insertion, il fallait aller plus loin, notamment dans tout ce qui concerne l'inclusion du numérique, pour finalement éviter de rajouter une exclusion à d'autres exclusions, à toutes les personnes en situation de précarité. Et Emmaüs Connect est en fait une association du coup qui agit sur le terrain au plus près des besoins des personnes en insertion et des professionnels qui les accompagnent, parce que finalement il y avait une double marque. Il y avait à la fois l'accès, la compréhension et l'usage de l'outil numérique pour les personnes en insertion, mais également il y avait le besoin de monter en compétence des accompagnateurs, notamment de services sociaux, qui n'étaient pas forcément les plus performants sur le sujet. Et en fait, Emmaüs Connect a mis en place progressivement comme un parcours avec des moyens diversifiés s'adressant aux personnes, s'adressant aux professionnels dans une approche aussi de réseau et de solutions, et travaille de très près finalement avec l'ensemble des opérateurs des services publics et sociaux pour intervenir et faciliter à la fois l'accès aux accompagnateurs et l'accès final aux utilisateurs qui sont visés. Donc, avec ces trois exemples, l'accès aux équipements numériques pour Solidatech, le développement des compétences numériques pour Simplon et l'accessibilité, l'inclusion numérique pour Emmaüs Connect, c'est trois illustrations sur l'importance des infrastructures numériques ouvertes à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si ce n'est pas le cas, je vais laisser la main à présent à Ahmed pour nous partager son expertise sur l'accompagnement. Oui, alors, bonjour à tous. Donc, je suis... voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis donc Ahmed El Kadiri et donc je suis responsable du développement et de l'animation du réseau Mouvement Associatif. Alors, en quelques slides et très rapidement, sans rentrer dans les détails, peut-être dire d'où je parle. Donc, le Mouvement Associatif, donc c'est un réseau de réseaux associatifs avec 4 missions, donc qui sont présentées ici: porter les enjeux de la vie associative, animer les dynamiques associatives, rendre visible l'action associative, et du coup une 4e mission sur l'accompagnement des associations et notamment sur l'accompagnement des associations dans leur transition numérique. Ce qui nous amène aujourd'hui, donc pour un peu la réalité du réseau du mouvement associatif, donc vous avez nos membres nationaux ainsi que du coup notre implantation territoriale avec 13 mouvements associatifs régionaux, donc 12 en métropole et 1 à La Réunion, et notamment le mouvement associatif Occitanie qui est co-organisateur du forum auquel est aujourd'hui à Toulouse, auquel participe aujourd'hui le rameau. Alors peut-être pour rentrer dans le détail sur du coup la question de résolution numérique, donc effectivement il y a eu, comme ça a été déjà très bien expliqué, du coup vraiment une montée en puissance du sujet numérique et des interrogations des acteurs associatifs sur comment se saisir des opportunités du coup offertes par le numérique, du coup des gens qui étaient un peu plus inquiets aussi en se disant mais est-ce que c'est des solutions qui vont pas déshumaniser nos relations et nos liens sociaux. Enfin, il y avait beaucoup de questionnements et finalement peu d'espace dans lesquels du coup avancer et progresser ensemble du coup sur ces sujets. Et donc, il y a plusieurs acteurs à différents endroits, et notamment Jérôme Auriac, donc de Societality, voilà, et quelques autres, qui du coup commençaient à se dire, oui, c'est un sujet important, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on aille au plus près du territoire et donc au plus près des acteurs associatifs locaux pour leur proposer des espaces, des ateliers, des conférences, en tout cas des espaces pour progresser sur cette question de la prise en main de la compréhension et de la prise en main du numérique. Et donc, fort de cette idée, vu que c'était la volonté de plusieurs acteurs, alors je vais vous présenter un peu les parties prenantes, les forces agissantes du collectif. Donc le collectif Résolution Numérique, donc c'est un collectif, c'est là où c'était vraiment intéressant dans sa construction, qui rassemble à la fois des acteurs spécialisés, du coup spécialistes du numérique au service du projet associatif, donc comme Asso Connect, Hello Asso, OneArt et Solidatech. C'est aussi un collectif qui réunit du coup des organisations du coup avec des statuts divers. Donc c'est quand même, on est sur un collectif pluriacteur, donc à la fois avec des entreprises sociales, une SIC et des associations.
Et donc, l'ensemble de des parties prenantes de ce collectif, du coup, avec pour conviction commune que, il fallait agir et que les besoins étaient vraiment, les besoins qu'il fallait adresser étaient vraiment urgents, qu'il y avait vraiment une demande forte dès à présent, et qu'on gagnerait tous plutôt qu'à développer chacun de notre côté entre guillemets, nos petites actions pour essayer de les accompagner. Justement, y travailler conjointement. Et c'est comme ça que progressivement, à force d'échanger, les uns et les autres avaient envisagé des tours de France parce que certains avaient été lauréats de la fondation La France s'engage ou pour d'autres raisons. Et donc, on s'est dit, bon, plutôt que chacun faire nos petits ateliers dans notre coin, est-ce qu'on gagnerait pas justement pour visibiliser le sujet et permettre aux acteurs d'avoir accès à une offre complète, plutôt d'organiser des choses ensemble. Et donc, Résolution numérique, c'est à la fois le nom du collectif et à la fois le nom des événements. Et donc, ces événements, c'est très simple. Alors après, évidemment, c'est adapté en fonction des spécificités locales et des co-organisateurs locaux. Mais dans le principe, l'idée, c'est d'être vraiment sur ces deux jambes. Donc, c'est toujours avoir un temps de réflexion sur des enjeux éthiques liés au numérique et des temps pratiques. Donc, on assume des ateliers, des temps de formation pour vraiment prendre en main des outils, des solutions sur des sujets très ciblés, les réseaux sociaux, le crowdfunding, enfin le financement participatif, les questions de gouvernance numérique, enfin voilà, tous ces sujets-là. Mais l'idée, c'était vraiment d'articuler ces deux espaces parce qu'on ne voulait pas non plus être que dans la formation et l'atelier pratique, parce qu'on pensait qu'il y avait aussi un enjeu à ce que les acteurs, se montent en compétence un peu sur aussi la maîtrise, on va dire conceptuelle, des enjeux inhérents au numérique, comme l'a très bien dit Yann, par rapport par exemple à la fracture numérique et de ce que ça nous pose en termes de questions de société, comment on fait société là-dessus. Donc, c'est un peu donc il y a un premier cycle de rencontres, donc il y en a eu une dizaine, principalement dans des métropoles régionales, mais à peu près partout en France, qui a rassemblé à peu près un peu plus de 1000 participants, donc c'était une très belle initiative, et on a décidé donc de poursuivre cet effort en avançant, et donc là vous avez les différentes dates à venir, les prochains événements résolution numérique, et à côté l'organisation qui est porteuse de l'événement, donc je ne vais pas les détailler, mais vous pouvez retrouver donc sur le site qui a été cité dans les slides précédentes, www.resolutionnumérique.org, l'ensemble des prochains rendez-vous. Et en tout cas, ce qu'on a appris tous ensemble, parce que c'était vraiment aussi une démarche apprenante, on a beaucoup aussi façonné notre expertise un peu sur les attentes et les besoins des responsables associatifs sur ces questions. On a un peu distingué 3 grands champs. Il y avait le numérique pour alléger le travail administratif, ce qui est un sujet, c'est comment on permet aux bénévoles associatifs de passer plus de temps sur le projet et moins de temps sur la gestion. Donc, ça pouvait être sur des questions de comptabilité, enfin des choses très simples, mais en tout cas qui ont un vrai intérêt pour la vie associative. Il y a le numérique, comme un territoire de projet, c'est-à-dire comment j'imagine une déclinaison de mon projet associatif sur un espace numérique. Alors, je vais donner un exemple qui est assez parlant, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est l'association Révèle. Révèle, c'est une association de lutte contre les violences faites aux femmes basée à Nantes, qui animait des permanences, qui avait un mode d'action depuis une vingtaine d'années. Et avec l'arrivée de nouvelles générations, ils ont commencé à se poser la question de comment ils pouvaient profiter, comment mobiliser les opportunités offertes par le numérique pour réaliser leurs projets associatifs. Et donc, ils se sont dit, pour continuer d'accompagner les femmes, qu'on suit dans le cadre de nos missions, il faut qu'on invente une montre connectée qui permettrait à ces femmes, en cas de difficulté, de pouvoir soit alerter son mentor, soit alerter les autorités. Voilà, c'est juste pour donner un exemple, mais le projet associatif de la structure n'a pas changé, c'est le même depuis 30 ans, c'est d'accompagner les femmes victimes de violences. Mais c'est juste qu'ils ont profité des opportunités offertes à la fois par les dimensions technologiques et numériques pour progresser dans la réalisation de leur mission et de leurs projets associatifs. Donc voilà un peu là-dessus. Et enfin, rapidement sur, on va dire, les externalités positives de résolution numérique, c'est qu'au travers de résolution numérique, on s'est aussi rendu compte que il y avait un besoin auquel on répondait pas et auquel résolution numérique ne répondait pas, parce que résolution numérique, c'est vraiment pour les porteurs de projets associatifs et clairement plutôt pour des petites et moyennes associations, en termes de propositions. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait donc ce qu'on appelle les acteurs de l'accompagnement, donc tous ceux qui interviennent à un moment ou à un autre dans le parcours d'une association, qui avaient aussi besoin, déjà qui participaient beaucoup à ces événements, mais qui avaient des attentes un peu plus élevées parce que c'était plutôt pour enrichir leur fonction, leur métier d'accompagnateur de ces questions numériques,
et donc avec un certain nombre d'acteurs qui étaient pour partie les mêmes que dans Résolution numérique et peut-être de façon un peu plus élargie. Du coup, on a travaillé avec Hello Asso, la Fonda, le Rameau, pour imaginer un programme, donc du coup le programme PANA. Donc du coup, avant de lancer ce programme, on a fait une étude, donc que vous pouvez retrouver. Enfin là, j'ai mis la référence de l'étude pour que vous puissiez trouver. Donc, qui s'était adressé spécifiquement aux maisons des associations, aux têtes de réseau, aux services de collectivité, tous ceux qui accompagnent les associations, pour essayer de comprendre un peu quels étaient leurs enjeux. Et donc, ce programme, en fait, donc c'est un programme qui est construit, imaginé donc par l'ensemble de ces organisations. Enfin, je ne vais pas revenir dans le détail dessus pour être synthétique. Et en fait, le principe, c'était de permettre aux acteurs associatifs de disposer d'une cartographie des acteurs de l'accompagnement qui sont compétents et donc qu'on accompagne du coup pour monter en compétence du coup sur ces questions numériques au plus proche de chez eux, pour avoir un espace ressources auquel ils peuvent s'adresser, parce que le numérique a aussi besoin de rencontres, d'échanges, de dialogues, et du coup il s'agissait de pouvoir aussi inscrire ça durablement dans le territoire. Donc Résolution numérique, un mode d'action direct auprès des porteurs de projets associatifs. Le programme Point d'appui au numérique associatif, donc là c'est un mode d'action indirect, c'est-à-dire qu'on influence, on joue sur l'environnement des acteurs associatifs pour que du coup ça puisse progresser, parce que la conviction qui a été partagée par l'ensemble des acteurs de Résolution numérique, c'est que c'est pas en un événement, une formation, une rencontre qu'on a réglé la question du numérique définitivement dans son association. C'est un sujet dynamique. Ce qui est valable aujourd'hui, il ne le sera peut-être pas demain, et donc c'est un sujet qu'on a besoin de suivre, comme plein d'autres sujets qu'on suit déjà. Voilà, merci. Voilà, donc les 3 piliers du programme, donc c'est l'échange des mondes en compétences, une communauté d'échange et le référencement. Donc vous avez le site si vous voulez trouver un peu l'espace PANA le plus proche de chez vous. Du coup, sur les questions. Alors est-ce qu'il y a des questions? Oui. Peut-être deux questions à partager. La première, c'est à mettre fort de cette double expertise finalement, porteur de projet, résolution numérique, éclairage pour l'écosystème, les accompagnateurs PANA. Quel type d'action tu pourrais recommander de mettre en place pour une association locale, une tête de réseau associatif qui sent qu'elle a besoin de faire évoluer les choses, mais ne sait pas encore par quel bout les prendre? Oui, alors effectivement, je pense que du coup là on a commencé à gagner en maturité, et je pense que la première étape que je suggère, que je proposerais en tout cas à un acteur associatif qui veut se lancer un peu sur sa stratégie numérique, en fait il est temps qu'on parle de stratégie numérique et qu'on arrête de saucissonner les sujets, mais plutôt qu'on les chaîne au contraire. Alors il y a un outil, alors il y a plusieurs outils, mais il y a un outil d'autodiagnostic qui a été réalisé par l'association Solidatech, qui a été cité précédemment, qui je trouve très bien fait pour se situer en fait sur la question de la maîtrise et de ces enjeux, et d'identifier des chantiers du coup sur lesquels travailler. Donc vraiment, moi, en tout cas, mon conseil serait de commencer par là. L'autre point de vigilance, du coup, parce que maintenant on a les retours d'expérience, c'est que c'est très important de mobiliser l'ensemble du collectif numérique, l'ensemble du collectif de bénévoles ou bénévoles et salariés dans cette démarche autour du numérique, parce que beaucoup ont fait l'erreur de confier ça, on va dire, au geek de l'association. Sauf que quand le geek s'en va, du coup, l'association n'a pas de compétences collectives sur le sujet. Et par ailleurs, du coup, il y a un problème d'adéquation entre les solutions proposées et les usages. Donc, c'est vraiment très important d'être dans une démarche, du coup, collective autour de ces questions, et de ne pas en faire un sujet qui est porté par un seul administrateur ou par la personne qui est à l'aise avec le sujet, mais bien d'amener tout le monde du coup sur ces questions. D'autant plus que ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que ça re-questionne en fait plein de facettes du projet associatif avec d'autres lunettes. Donc par exemple les questions de gouvernance. Quand on parle du coup sur le numérique, donc les gens disent non mais il y a un vrai enjeu sur les questions de gouvernance, et du coup ça permet de se réapproprier ce sujet de la gouvernance, qui est déjà un sujet philosophique et conceptuel avant d'être technique. Et ensuite, de pouvoir se poser des questions, parce que, et vraiment ça sur les associations que j'ai pu accompagner sur ces questions de gouvernance et numérique, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir à quel point le numérique, parce que du coup, effectivement, quand on code, on doit mettre des règles. Et c'est des règles explicites. Et du coup, le fait d'avoir ces outils de gouvernance, de dire qui a accès à quoi, qui peut dire quoi, qui peut écrire à qui, ça a forcé en fait l'association à formaliser et à expliciter son fonctionnement interne. Ce qui n'était pas toujours évident, ce qui était souvent dans l'implicite ou dans la tradition de comme on avait fait avant. Et donc, ça a permis aussi de remobiliser l'ensemble des acteurs sur les enjeux de cohésion interne. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions.
Yann, il y a Charles Benoît qui aimerait juste dire deux petits mots. Oui, bonjour à tous. Oui, juste pour dire que finalement, il y a deux raisons pour lesquelles nous sommes très heureux d'être en Occitanie pour pouvoir faire en duo ce webinaire. D'une part parce que le forum organisé par le mouvement associatif et les experts comptables en Occitanie ont souligné ce matin la question essentielle du numérique, qui est un des points majeurs en Occitanie et dans l'étude Impact Occitanie que nous venons de remettre à la vice-présidente du conseil régional. On a vraiment souligné l'importance que cette dynamique soit collective. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, c'est du très concret résolution numérique, puisque le 10 décembre prochain, ce sera à Montpellier et le 11 à Toulouse. Donc on voit bien que c'est une réalité vraiment incarnée sur les territoires et ça nous semblait doublement intéressant à un moment donné où on parle de l'accélération grâce au numérique, de bien rappeler que la question numérique, elle est très incarnée. C'est bien un outil qui est au service et donc parfaitement incarné territorialement parlant. Et c'est ce que permet de faire la résolution numérique. Et pour en avoir discuté avec quelques acteurs locaux en Occitanie, cette démarche est très très appréciée. Merci beaucoup, Charles Benoît, pour ces précisions et qui nous permettent de mieux nous reconnecter d'ailleurs grâce au numérique avec le territoire occitan d'où vous exprimez. Je vais maintenant inviter Caroline à nous partager son expertise sur l'écologie des data. Bonjour à tous et à toutes. Hop, voilà. Alors, avant de vous présenter l'écologie des data, juste quelques informations sur mon parcours pour vous donner le cheminement en fait qui m'a amené à créer l'association numérique. Donc moi, j'ai découvert l'Internet en 94 et j'ai tout de suite été fascinée par son pouvoir d'émancipation et de partage des connaissances. Donc naturellement, quand en 2007, j'ai pris le tournant du développement durable, j'ai créé une start-up de la Green Tech en croisant transformation numérique et transition écologique. Et le numérique, on l'a utilisé donc en 2007 pour pouvoir améliorer l'information du consommateur et développer la base de l'impact carbone des 500 000 produits de grande consommation. Sachant que le numérique a aussi été utilisé pour favoriser ce partage d'informations entre les acteurs de toute la chaîne. J'ai pu constater, comme beaucoup d'autres et progressivement, que quelque chose a dérapé en fait dans le numérique et que la convergence entre transition écologique et transformation numérique était difficile. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette question et il me semble aujourd'hui que la question du modèle économique du numérique est une question très importante. On parle beaucoup de l'impact environnemental des dispositifs numériques. Cet impact, il est effectivement très très préoccupant, mais il me semble que c'est la conséquence d'un modèle et ce modèle du numérique, il devient nécessaire de le faire rentrer dans une phase de maturité et c'est la raison pour laquelle, avec le soutien du Rameau, j'ai créé l'association numérique qui a pour vocation à expérimenter de nouveaux modèles économiques qui vont synchroniser ou qui vont tenter de synchroniser la transformation numérique et la transition écologique. Donc, numérique, laboratoire de recherche empirique, et notre premier projet de recherche, c'est ce que nous appelons l'écologie des data. Alors, cette écologie des data, déjà pourquoi ? On a beaucoup parlé des données personnelles, des traces numériques. Et effectivement, on voit bien que les données sont partout, mais finalement, on s'oriente vers un monde qui va être complètement mis en données avec la numérisation du monde physique, les capteurs qui vont être mis dans l'espace public, dans les foyers, dans les usines, dans les champs. Et finalement, avec cette connexion généralisée, on s'achemine vers la constitution de ce qu'on pourrait traduire par un hologramme du monde réel.
et chaque acteur socio-économique, dans le contexte de la transition écologique, s'il veut être efficace individuellement et collectivement, il a besoin d'avoir un accès à cet hologramme. Et pour les entreprises en particulier, c'est d'autant plus important que l'économie est en train de passer à un modèle d'économie circulaire et que l'accès à l'hologramme pour les entreprises doit leur permettre de rationaliser leur flux de matière et d'énergie, à anticiper des tensions d'approvisionnement et à trouver de nouvelles sources de valeur dans une économie qui va être de plus en plus sous tension, puisque de toute façon, nous sommes dans un monde fini. Fini au sens des ressources qui sont finies. Alors, donc dans ce contexte, on constate que les données, elles sont aujourd'hui plutôt, comment dire, que le modèle le modèle économique autour des données est fondé aujourd'hui sous l'impulsion des grandes plateformes du numérique sur la compétition pour l'accumulation des données, puisque ces acteurs nous ont montré qu'on pouvait capitaliser sur ces données et qu'elles pouvaient devenir un élément clé des modèles économiques du numérique. Mais dans leur sillage, ils ont entraîné un modèle économique qui est devenu quelque part l'alpha et l'oméga des modèles économiques déployés dans le numérique, qui est fondé sur la compétition pour accumuler des bases de données qui sont de plus en plus gigantesques. Alors bien évidemment, tous les acteurs ne peuvent pas suivre dans ce type de modèle, et même pour les acteurs qui cherchent à accumuler des données, on risque d'avoir à terme une différence entre les très gros qui seront capables de mettre tous les moyens et même les gros, qu'on nomme les gros aujourd'hui, qui auront du mal à suivre. Dans le contexte de l'économie circulaire, où le partage de la donnée est vraiment important pour pouvoir travailler ensemble sur de nouveaux produits, pour pouvoir améliorer les process industriels, améliorer les flux de matière et d'énergie et trouver surtout de nouvelles sources de valeur, encore une fois dans cette économie qui va être sous contrainte. Nous avons la conviction chez Numérique qu'il faut qu'on puisse passer désormais à un modèle de coopération pour le partage de la donnée. Simplement, ce partage de la donnée, il est nécessaire qu'il s'appuie sur des nouveaux modèles de gouvernance qui soient fondés d'une part sur la finalité. Je partage des données, mais pourquoi faire? À quoi mes données vont servir? Fondés également sur la réciprocité. Si une entreprise accepte de partager ses données avec une autre entité, qu'est-ce qu'elle en retire? Ça peut être une valeur économique, mais ça peut être aussi une valeur environnementale ou une valeur sociétale. Donc, de pouvoir fonder la circulation des données sur la réciprocité. Et on ne peut pas parler de ces sujets si on ne parle pas de l'impact environnemental des dispositifs du numérique. Et ça nous renvoie au troisième pilier de ces nouveaux modèles de gouvernance, la proportionnalité. C'est-à-dire de mettre en place des moyens techniques en étant extrêmement vigilant sur leur impact environnemental. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Alors, l'écologie des data, c'est un nouveau modèle de gouvernance des données partagées, appliquées à l'économie circulaire. Donc, notre objectif au sein de Numérique, c'est de pouvoir développer un cadre méthodologique et une boîte à outils pour permettre aux entreprises d'ouvrir avec leurs parties prenantes des réseaux de données circulaires, bien sûr dans un environnement hautement sécurisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données circulaires ou circular data? En fait, ces données, on les appelle circulaires parce que d'une part, elles peuvent se partager en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on prend les données d'une entité A, on prend les données d'une entité B pour produire ensemble quelque chose, un commun. Alors, ça peut être par exemple de la R&D collaborative pour travailler sur l'éco-conception de matériaux. Mais ces données, elles peuvent aussi se partager en boucle ouverte, c'est-à-dire que l'entreprise A va accepter de partager ces données qui vont être utilisées pour un nouvel usage. Et
dans tous les cas, ce partage et cette circulation de données doit créer des valeurs réciproques. Et les dispositifs numériques qui sont associés à ce partage de données doivent être proportionnés en se voyant appliquer les principes de l'économie circulaire. Par exemple, arrêter d'encombrer les bases de données avec des données qui ne servent plus à rien. Par exemple, faire circuler ou acquérir uniquement les données dont on a besoin et pas être dans une logique d'accumulation en se disant bah, j'en ai le plus possible puis après je trouverai bien ce qui m'intéresse. Donc c'est d'avoir beaucoup de rigueur en fait dans cette gestion des moyens techniques associés aux données de façon à minimiser au maximum l'impact environnemental de ces dispositifs. Alors, cette méthode, bien entendu, on a commencé à y travailler et elle prend la forme d'un canevas, canevas qu'on appelle circular. Donc, ce canevas circular, il se décline en 3 phases avec 8 critères clés. Une première phase de cadrage, c'est ce que vous voyez sur le schéma en bleu clair. D'abord, le critère circularity, où là, avec l'entreprise, on va qualifier quels sont ses enjeux circulaires, comment elle gère la data en interne, quel type de données, de quel type de données elle dispose. Ensuite, on passe au critère insight pour rechercher avec l'entreprise quelles sont les opportunités qui peuvent être liées au partage de données. Troisième critère, reciprocity. Là, on commence à préciser les cas d'usage de circulation des données en commençant à construire des réseaux de données et en qualifiant les attentes de l'entreprise pour pouvoir définir le modèle de réciprocité qui serait associé à cette ouverture des données. La deuxième phase, c'est celle qu'on appelle de design. Donc, vous avez 4 critères, compliance, la conformité, l'usability, les licences à réciprocité qui peuvent être associées au partage de données. Language, ça renvoie à l'interopérabilité des données. Et application, ça renvoie à tous les moyens techniques qui sont nécessaires pour pouvoir partager ces données. Donc là, on commence on construit le dispositif juridico-technique qui va sous-tendre l'ouverture des données. Et le dernier critère return, là, cherche à caractériser et à évaluer la valeur qui va être associée à la circulation des données. Alors, pour travailler de façon la plus approfondie possible sur cette méthode d'écologie des data, nous sommes en train d'enclencher une première phase de recherche et développement dans une optique collaborative. Donc, d'abord, pourquoi cette phase de R&D, quel est le quoi de cette R&D? C'est d'évaluer un triple impact en allant regarder d'une part quel est le potentiel de l'écologie des data pour ouvrir les données et les faire circuler. Donc ça, c'est le critère de pertinence. Le deuxième critère est celui de la performance. Quelle est la valeur qui peut être générée par cette ouverture et ce partage des données? Et un troisième critère sur l'efficience qui renvoie à la question de la sobriété numérique, c'est-à-dire quel dispositif technique peut-on mettre en place qui minimise l'impact environnemental du numérique. Alors, comment? En travaillant à la fois avec des entreprises et une région et une communauté d'agglomération sur le thème des services quotidiens de demain. Alors, peut-être vous posez la question du lien entre les services quotidiens de demain et l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça va bien au-delà de la gestion des déchets et du recyclage. Vous avez dans l'économie circulaire 7 piliers, ce qui rend d'ailleurs la question de sa définition difficile. Il n'y a pas encore de définition stabilisée de l'économie circulaire,
mais vous pouvez retrouver l'ensemble de ces 7 piliers sur, par exemple, le site de l'ADEME. Mais il y en a un qui nous semble, dans le cadre de l'écologie des data, particulièrement important, c'est celui de l'économie de fonctionnalité, qui consiste à vendre un service plutôt que le bien lui-même. Et cette économie de fonctionnalité, elle inclut l'économie servicielle, qui est vraiment une grosse tendance de fond de l'ensemble de l'économie et partout dans le monde, y compris l'industrie qui devient de plus en plus servicielle. Et donc on a souhaité travailler notre expérimentation sur ce terrain-là, autour des services quotidiens de demain, qui vont se déployer dans la ville intelligente et durable. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons mener cette expérimentation à la fois avec des entreprises, mais aussi avec un territoire, par l'intermédiaire d'une région et d'une communauté d'agglomération qui commence à préparer justement la ville intelligente et durable. Et dans le cadre de notre process de recherche et développement, nous allons prototyper un réseau de données circulaires avec ces acteurs. Alors pour ça, je vous le disais tout à l'heure, on souhaite, plus qu'on souhaite, c'est qu'on aura une démarche collaborative. Et pour ça, nous sommes en train de constituer une communauté de travail qui va regrouper d'une part le réseau d'experts qui est en train d'être constitué, donc côté numérique, et dont fait partie le Rameau. Et par ailleurs, nous recherchons donc des entreprises, des territoires et des partenaires institutionnels pour constituer cette communauté de travail et prototyper ce réseau de données circulaires pour co-construire et évaluer l'écologie des data. Alors, notre expérimentation, elle va se dérouler en 5 phases. Je vous ai rappelé ici nos différentes étapes. Une première phase d'émergence où on va travailler avec chacun des acteurs pour voir, in fine, quelles données ils sont prêts à partager. Prototypage, nous allons tous ensemble prototyper ce réseau de données circulaires pour ensuite, dans une troisième phase, évaluer les valeurs économiques, environnementales et sociétales qui pourraient circuler grâce à cette ouverture et ce partage de données. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la valeur, pour ensuite évaluer l'expérimentation dans une quatrième phase en s'appuyant sur le référentiel d'évaluation partenariale du Rameau et enfin publier nos résultats et pourquoi pas éditer un livre qui présente cette méthode comme ont pu le faire les concepteurs de la méthode du business model Canva. Merci beaucoup, vraiment, Caroline. Moi, je voudrais juste dire que un des points pour lequel nous avons été séduits il y a 3 ans, quand vous êtes venu nous présenter cette réflexion, puisque c'est effectivement le fruit d'une longue réflexion, c'est que aux 2 piliers qu'a parfaitement résumé tout à l'heure Ahmed, en disant à la fois le numérique peut être un outil, mais ça peut être aussi un territoire de projet, comme il l'a redéfini. Pour nous, la troisième dimension des enjeux finalement de biens communs qui sont derrière le numérique nous semblait absolument essentielle. Et comme vous le rappeliez, finalement, le numérique, c'est 2 choses. C'est à la fois, par essence, une question d'alliance et de lien, et par essence, finalement, aussi une question de proximité. Et dans cette dynamique-là, il nous semblait qu'aujourd'hui, il y avait très peu de réflexion sur les questions que pose le modèle socio-économique du numérique, d'une part, et ce que vous avez présenté, c'est-à-dire aussi quelles sont les questions de gouvernance, de bonne gouvernance, qui sont derrière ces alliances partagées, qui sont derrière. Et il nous a semblé vraiment que cette réflexion de fond, finalement, à la fois en disant mais qu'est-ce que ça nous pose comme question globale de société, comment on traduit ça très concrètement par une transformation du modèle socio-économique du numérique, un peu comme lors de la première révolution industrielle, le chemin de fer a eu à un moment donné, une fois que toutes les lignes étaient posées, besoin d'inventer un nouveau modèle socio-économique lié aux infrastructures nouvelles et aux possibilités nouvelles qu'offraient ces logiques de transport. Et puis le troisième temps, peut-être le plus important, quelle modification de gouvernance
pour que ce soit vraiment quelque chose en alliance. On voit bien, par exemple, quelque chose qui nous désespère, que peut-être l'une des meilleures démonstrations de la mise en commun et du partage ouvert grâce au numérique, ça a été Wikipédia. Et on voit bien aujourd'hui que le fait de ne pas s'être préoccupé suffisamment tôt, sans doute, ni de la question du modèle socio-économique, ni de la question de la gouvernance, est en train de rattraper ce qui aujourd'hui constitue une bibliothèque partagée, ouverte, sans doute la plus fructueuse au monde, mais dont c'est le fait de ne pas s'être interrogé à temps sur ces deux questions de modèle socio-économique et de gouvernance, elle fait en sorte qu'elle est en fragilité, alors qu'elle est sans doute un bien commun extrêmement sensible à tous. Et donc ça nous pose aussi la question, et merci à vous Caroline de me l'avoir rappelé, finalement de l'infrastructure collective que ça nous oblige à avoir. Et plus on voudra que ces outils soient en proximité, finalement des outils essentiels pour nous permettre cette économie circulaire dont nous rêvons tous pour ce 21e siècle, et bien plus nous aurons besoin de réfléchir en amont sur les impacts en termes de modèle socio-économique et en termes de gouvernance que nous pose ce numérique. Et je pense que le numérique arrive vraiment, pour moi, au bon moment de maturité collective, parce qu'il y a une prise de conscience que, bien évidemment, après toute cette phase d'investissement sur les infrastructures dont nous avions besoin, eh bien aujourd'hui, la régulation collective, le modèle socio-économique collectif, il est à inventer, et une nouvelle forme de recherche empirique comme celle que vous proposez nous semble être extrêmement importante, d'autant plus, bien évidemment, avec votre double légitimité, d'une part côté numérique et d'autre part côté environnemental. Et c'est très intéressant aussi de voir que ce mariage entre le numérique et l'environnement sont sans doute les deux fondements qui ont permis d'avoir ce niveau de réflexion que vous nous préparez. En tous les cas, nous, on suivra les mains dans le cambouis comme toujours, avec grande attention ces expérimentations, et elles nous semblent être un enjeu majeur aujourd'hui pour les collectivités territoriales. Nous lancions hier avec nos amis du comité 21 le guide sur l'ODD pour les collectivités territoriales qu'ils ont piloté et sur lequel nous avons la contribution sur l'ODD 17. Il est absolument évident que la question du numérique au service de cette dynamique de proximité pour que les objectifs de développement durable ne soient pas simplement qu'une grande théorie onusienne, mais une pratique de territoire, eh bien, ce que vous engagez est sans doute un élément complètement déterminant. En tous les cas, nous continuerons à soutenir vos travaux comme nous le faisons avec grand intérêt depuis 3 ans. Merci. Il y a une question de Sandrine. Caroline, qui pose la question, comment tout cela intègre l'Internet des objets connectés? Justement, c'est à ça que je faisais allusion quand je parlais de l'hologramme qui représente le réel. C'est en fait jusqu'à présent, quand on pense données, jusqu'à présent, on avait en tête la question des données personnelles et des traces numériques. Mais avec le déploiement de l'Internet des objets, c'est tout le monde réel en fait qui va être numérisé, à la fois l'espace public, pour ceux qui l'acceptent, les foyers, les champs, les usines, ça renvoie à l'industrie 4.0, l'industrie du futur, et finalement c'est toutes les relations entre les hommes, les machines, les objets qui vont être représentées. Donc on arrive à un moment où c'est effectivement très important de se poser la question de l'accès et du partage de ces données. Il est dans le cadre de des territoires intelligents et durables, il est absolument inconcevable que ces données soient accaparées par quelques acteurs qui seraient alors en position de remplacer les pouvoirs publics. Ces données, elles sont d'un intérêt général majeur. Elles touchent à la mobilité, à l'habitat, à l'énergie. Elle touche à tous les flux de notre vie quotidienne. Voilà, donc on inscrit bien cette évolution technologique dans notre projet en disant que justement c'est cette évolution technologique qui fait qu'il faut se poser les questions maintenant sur les nouveaux modèles socio-économiques du numérique, à quoi faisait référence Charles Benoît à l'instant. Alors, exposé en tout cas passionnant à bien des égards, Caroline, j'ai l'impression que ça laisse sans voix nos spectateurs.
ce qu'on peut comprendre. Mais en tout cas, un grand merci pour le partage de cette expertise et un regard prospectif très stimulant. Si on n'a pas d'autres questions, donc on va en venir à la dernière partie de notre webinaire qui finalement s'envoie mais super. Oui, effectivement, ça a été confirmé dans les commentaires. Sur finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plateforme Innovation Territoriale en Action en lien avec le numérique. Donc, tout à l'heure, on vous a montré finalement que les territoires et l'ensemble des acteurs nous renvoient des questions en termes de connaissances, mais aussi en termes d'usage, qui vient à l'instant faire une brillante démonstration, et également des solutions, des solutions qui peuvent être les plus adaptées au modèle de chacun et dans quel écosystème cela s'inscrit. Donc, cette plateforme apporte un éclairage croisé par nos témoins du jour. Merci encore à Ahmed pour résolution numérique et à Caroline pour numérique, et par les exemples qui ont été, à illustration, qui ont été cités, notamment le Carrefour d'innovation sociale, le Hub ESS, la plateforme IS et également l'Observatoire des partenariats pour avoir une dimension prospective de ces sujets, notamment du point de vue des alliances. Et au sein de la plateforme, comment la page numérique vous permettra finalement de retrouver en haut de l'onglet la rubrique des enjeux. Quelles sont les questions clés finalement qui sont soulignées par le numérique? Puis ensuite, d'avoir comme un tuyau de vase communicant, de passer par le contexte plus large et d'aller au plus près par rapport à vos besoins en termes de méthode, en termes de bonnes pratiques, d'exemples. On en a parlé tout à l'heure, notamment Simplon et l'OSO, et également en termes d'évaluation, le fameux autodiagnostic dont parlait Ahmed est mis en ligne sur la plateforme. Donc ça vous permettra, notamment acteurs associatifs, d'identifier les points que vous pouvez avoir en termes de points d'entrée privilégiés dans le développement de vos actions et ou de votre stratégie digitale. Et enfin, donc un partage de méthodes pour passer à l'action. Parce que finalement, le grand enjeu de tous, une fois qu'on a compris ce sujet-là, c'est d'arriver à intégrer la manière dont ça percute, dont ça intègre son organisation pour identifier les levées d'action prioritaires derrière. Et en termes d'outils, en exclusivité pour vous, vont paraître d'ailleurs une note prospective du rameau qui permet d'identifier les atouts et les risques du numérique à l'aune de cet historique qui avait été posé par Elodie d'une bonne dizaine d'années maintenant sur notre perception, notre vision des enjeux. Une vidéo de e-learning, soyez patient, apparaîtra à partir de décembre. Et notre centre de ressources qui reste en accès libre, donc pour vous permettre d'avoir accès à ces données d'enjeux, de bonnes pratiques et d'outils pour appréhender ce sujet-là. Merci Yann. Peut-être un point complémentaire, c'est qu'effectivement nous avons souhaité aujourd'hui même faire vraiment de cette journée une journée numérique, d'où effectivement la prise de position forte que nous prenons à travers cette note prospective sur le numérique que vous trouvez sur CareNews, puisque nous avons publié un CareNews et sur notre blog bien évidemment aujourd'hui, mais aussi dans notre capacité à mettre en œuvre de façon applicative. Et c'est aussi aujourd'hui où vous allez avoir le nouveau centre de ressources sur l'évaluation partenariale en pratique, puisque vous savez qu'avec nos amis GRDF, nous avons lancé le 5 novembre dernier le référentiel sur l'évaluation partenariale. Vous savez aussi que nous avons utilisé le digital puisque bien évidemment cet événement a été mis en ligne et disponible en replay sur YouTube et nous avons voulu que aujourd'hui corresponde vraiment à cette mise en application du numérique avec, vous verrez, un centre de ressources numériques sur l'évaluation partenariale
qui vous oriente aussi sur les questions de l'évaluation et des territoires pour ces alliances, de l'évaluation et l'hybridation des modèles économiques, de l'évaluation et des partenariats, comment est-ce que finalement, la performance des organisations, comment est-ce que ces alliances ont un impact extrêmement fort sur ce sujet-là. Et donc vous retrouverez l'ensemble de ces données sur le centre de ressources numériques. Mais je voudrais insister, puisque nous avons déjà légèrement dépassé le temps, pour dire que cette plateforme d'innovation territoriale en action, dont le webinaire et le temps d'animation mensuel, d'abord je voudrais remercier nos amis du groupe La Poste qui sont à nos côtés en Occitanie, puisque c'est grâce à vous que nous avons pu finalement tout au long de cette année avoir les moyens d'animer cette dynamique et de co-construire ensemble cette plateforme numérique qui, je le rappelle, en partenariat avec la Caisse des dépôts et avec le Commissariat général à l'égalité des territoires, était en bêta-test toute cette année pour pouvoir savoir si à la fois dans le fond de la plateforme, ce qui vous est mis à disposition, et dans les webinaires que nous organisons chaque mois, là aussi bien évidemment disponible en replay, eh bien vous trouvez, vous territoires, les réponses à vos questions. Notre grande satisfaction avec l'équipe du Rameau, c'est que plus de 300 territoires ont suivi, ces webinaires tout au long de l'année. On a eu un taux de connexion extrêmement important aussi sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Et donc on aimerait vous donner la parole maintenant pour savoir finalement comment on peut améliorer cette plateforme, comment on peut améliorer l'animation de ces webinaires, puisque encore une fois, nous étions dans un bêta-test qui nous conduit du 24 décembre 2018 au 19 décembre 2019, qui sera le dernier webinaire, le 12e webinaire, qui lui mettra en perspective les questions de bien commun, de co-construction du bien commun. Vous allez dire, s'achève avec ce webinaire d'aujourd'hui la partie plus opérationnelle de cette plateforme, et donc nous allons lancer début décembre une consultation auprès de vous pour savoir finalement qu'est-ce que cette plateforme vous a apporté ou ne vous a pas apporté, comment l'animation mensuelle à travers ces webinaires vous ont été utiles ou ne vous ont pas été utiles. Encore une fois, plus de 300 territoires, dont plus de 70% étaient des territoires que nous n'avions pas eu l'occasion de rencontrer encore dans nos travaux de recherche. Donc cette plateforme est faite pour vous, ces webinaires sont faits pour vous. Donc bien évidemment, nous serons absolument à l'écoute de vos remontées, de vos avis, de vos questions. Et donc, encore une fois, à l'ensemble des participants à ces webinaires, nous enverrons un lien pour l'étude, pour l'amélioration de cette plateforme et pour que l'année prochaine, bien évidemment, nous soyons en mesure de faire tout le dispositif d'animation de la plateforme qui vous convient. Et je finirai encore, puisque nous avions comme webinaire aujourd'hui accéléré grâce au numérique, à l'importance fondamentale d'être au plus près des besoins des territoires. Et pour moi, la raison pour laquelle, dès le premier jour, nous nous sommes engagés dans résolution numérique, que ce soit au niveau national, où j'étais très heureux que le forum régional aujourd'hui évoque ce sujet-là, c'est parce que nous devons toujours penser que nos sujets doivent être accessibles au plus près des associations, des entreprises, des collectivités territoriales. Et si je ne prends que l'exemple des entreprises, nous rappeler que 96% des entreprises ont moins de 20 salariés. Si je prends les associations, de ne pas oublier que 84% des associations n'ont pas de salariés. Et si je prends les collectivités territoriales, que les collectivités territoriales dans nos territoires ruraux, qui représentent 70% du territoire national, eh bien, n'ont pas une ingénierie territoriale extrêmement forte. Et donc, c'est à eux avant tout que nous devons penser, et c'est à eux avant tout que ces outils doivent être accessibles. Donc c'est une vraie responsabilité collective. J'espère que notre exercice de simplification à travers qui n'est pas de simplisme, de simplification, c'est différent le simplisme et la simplification, que nous faisons à travers cette plateforme a pu vous répondre. Vraiment, allez aux événements résolution numérique, et puis suivez avec grand intérêt tous les travaux de numérique, parce que je pense que
nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Merci à tous les partenaires qui ont fait cette plateforme avec nous. Merci encore plus à vous de l'avoir entendu. Et bien évidemment, nous restons plus que jamais à votre disposition. Et ensemble, passons à l'action. Merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée. Merci Très bonne beaucoup. journée à Merci. tous. Merci.